qui parle. En tout cas, ce n'est pas Christian Jalma qui parle. Parce qu'en fait, Christian Jalma est mort en 1969. Enfin, je suis né en 1961, mais à l'âge de 8 ans, je vais découvrir des questionnements qui me trottent de la tête. Et c'est un certain groupe, Pink Floyd, que je ne connais pas le nom, que je vais entendre une musique qui va me faire mourir. Donc, dès que j'entends cette musique bizarre, qui est instrumentale, et qui s'appelle, aujourd'hui, que je connais le nom, s'appelle Main Theme. Un thème d'importance, je pense que ça se traduit comme ça, ou importance d'un thème. Et c'est cette musique qui va me faire mourir. Et je vais honnête. Donc, Christian Jalma, de l'âge de 8 ans, enfin de l'âge de 1 an à 8 ans, Christian Jalma, il était perdu. Perdu dans une société où on ne me parlait pas. Où même cette société ne parlait même pas personne aussi. Parce que la société rwandaise, elle est bizarre. Très bizarre. On a peur de l'indépendance de soi. Ça se fait depuis très longtemps. L'indépendance de soi. Pourquoi on appelle l'indépendance de soi? Parce que si on est un indépendant, notre esprit rendra notre corps indépendant. Et si notre corps devient indépendant, on a d'autres objectifs dans l'indépendance. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas, la société ne parle pas. Mais que dit cette société? Elle ne fait que dire oui, oui, mais des oui polis. Ce ne sont pas des oui, ce ne sont pas des non. C'est juste pour maintenir cette société dans laquelle il est. Donc, que Jean Jalma est mort, que Jean Jalma ne parle pas. C'est Pink Floyd qui maintenant parle devant vous. Quand je dis vous, ce n'est pas vous en créole, du monde. Parce que le film, je ne connais pas sur le film va passer, ça va traverser le monde. Devant vous tous, voilà. Maintenant, en tant que Pink Floyd, que dit Pink Floyd? Ben, Pink Floyd dit comme ça, sans faire mal à personne, je passe mon temps dans la verdure là-bas, mais vaguement conscient d'un certain malaise dans l'air. Et je regardais par-delà le jardin, j'ai vu des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont réellement. Et c'est ça que, plus tard, quand je vais avoir l'album de Pink Floyd, je vais traduire, je vais comprendre les paroles. Et Christian Jalma, de 1 an à 8 ans, il était dans cette situation de regarder. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais à partir de 9 ans, dès que j'entends la musique du Floyd, mon esprit va s'ouvrir et je vais comprendre qu'est-ce que je vois. Parce que je comprends, qu'est-ce que je vois. Parce que moi, je suis né, enfin, je parle de ce que je vois, pas de ce que je comprends. Et à partir de 9 ans, je commence à me rendre compte, et justement, comme tu disais, qui est homme, qui est femme, qui est enfant, qui est grand-père. En fait, à La Réunion, on n'a pas de lien familial. Il y a beaucoup de personnes qui ont des liens familiales, mais moi-même, en tant que Jalma, la famille Jalma, de 1 an à 8 ans, je suis Jalma, Christian Jalma, et je ne connais pas ma famille. Ma famille s'arrête à ma grand-mère. Et moi, je croyais que le monde commençait avec ma grand-mère. Chose bizarre. Parce que je ne connais pas mon arrière-grand-père, ni mon arrière-grand-père. Et cette famille ne parle pas aussi. Pourquoi on ne me parle pas de mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère? En fait, il n'y a pas de traces. Les traces sont falsifiées. Donc je ne peux pas parler à mes grands-pères, arrière-grands-pères. Je ne sais pas qui ils sont.
Même ma mère, mon père ne me parlaient pas. Enfin, me parlaient juste pour parler. Et ma question dit, ben, pourquoi on ne parle pas de choses qu'on doit parler? Et c'est là que j'ai commencé à l'âge de 9 ans à regarder, à me poser des questions. Et les questions, j'ai compris plus tard que les questions étaient plus importantes que les réponses. Parce que beaucoup de personnes répondent, mais ne répondent pas à la question. Un exemple, à l'époque on disait que le mariage était interdit. Je demande pourquoi le mariage est interdit. Il n'y a pas de réponse. Sauf qu'on vous dit, on te dit, c'est interdit. Mais c'était encore plus exactement, on te dit, tu fais des ordres. Mais dans le sens traduction renommée, le mot désordre n'est pas la même signification que désordre en français. En fait, une musique fait du désordre. C'était quoi ça? De quoi parle-t-on? Une musique qui fait du désordre. Moi, quand j'étais petit, à 9 ans, je croyais que ça faisait du bruit. Or non, pour l'autre, quand il me parlait, le désordre n'était pas du désordre, c'était un désordre politique, social, enfin, tout ce désordre-là. Donc je me dis, une musique peut faire, pas de bruit, mais peut faire du désordre dans une société. Alors je pose la question, c'est quoi le mariage? Ça veut dire quoi le mariage? Ça veut dire quoi? Et les gens me disent, ils ne savent pas, c'est quoi le mariage? Mais on joue le maloya, mais ils ne savent pas c'est quoi le maloya. Et puis plus tard, j'ai appris que le maloya, ça voulait dire la douleur. Donc les gens exprimaient la douleur. Ça voulait dire aussi la honte. Donc les gens exprimaient leur honte. Mais ça voulait dire encore plus encore. Pas la honte d'être ce que nous sommes. La honte de ce que le monde est. C'est-à-dire, il fait référence à l'esclavage, juste pour comprendre cette honte. Donc, vous êtes deux colons. Tu es colon. Et tu m'emmènes ici, sur cette terre. Moi, je suis un Wolof. Je sais ce qu'est la vie. Je sais comment parler aux autres. Comment leur donner des mots de réconfort, des mots pour résoudre des problèmes. Et j'arrive ici, je vois que vous êtes en train de fouetter, violer, tuer impunément des gens comme moi. Alors je vous dis, monsieur et madame, j'ai honte de vous. C'est ça le maloya. J'ai honte de vous, ce que vous êtes en train de faire. Mais la société, lui, il a parlé aux autres en disant, c'est vous, vous avez honte de vous. C'est-à-dire, vous êtes malheureux, vous êtes miséreux. Cette société renaise, on dit ça, mal parlé. Il a inversé la chose. Alors, quand les musiciens, ceux qui chantent, ceux qui transmettent un peu la parole, pour parler aux autres, parler au peuple en guillemets, bien que le peuple, la Réunion n'existe pas, eux, ils ont cru aux colons. Donc il dit, je suis misère, j'ai honte de moi-même. Maintenant, la force de parler aux autres, c'est de dire, j'ai honte de vous, j'ai honte de toi. Donc moi, aujourd'hui, Christian Jalma est mort en 1969, donc c'est Pink Floyd qui parle aux autres, avec une grande liberté, de dire aux autres que j'ai honte de vous tous. Moi, je parle pour dire que j'ai honte de vous. Honte de vous parce que l'esprit que nous possédons dans notre cerveau est forcément intelligent. Mais sauf que les personnes qui vivent dans cette société rayonnaise, ils voient ce qu'il ne faut pas voir. Alors que moi, quand j'étais petit, je voyais les choses qu'ils devaient voir. Donc, par exemple, ils voient, c'est pour ça aujourd'hui, quand je m'y penche, le chemise là, il rouvre.
C'est parce qu'en fait, il faut être imparfait et poser des questions pour pour devenir parfait. Et la plupart des renonnés ne posent pas de questions pour devenir parfait. Ils posent des questions pour rester dans l'imparfait. Ça fait longtemps que je suis dans cette position-là, mais les renonnés ne pas forcément me comprennent. Ils ont tendance à dire que je suis en train de les mal parler, alors que je leur dis d'être eux-mêmes. D'être eux-mêmes et de ne pas voir ce que l'autre te dit, ce que tu es. Un exemple, nous ne sommes pas créoles. Nous ne sommes pas CAF. C'est l'autre qui nous dit que nous sommes créoles. C'est l'autre qui nous dit que nous sommes CAF. Mais quand moi j'ai cessé de dire d'être CAF, et quand j'ai cessé d'être créole, j'ai vu qui j'étais et à qui je parle. Mais maintenant, à qui parler? Quand je parle aux autres, ils ne sont pas encore dans cet état de liberté, d'indépendance d'esprit. Donc, on ne comprend pas. Ben oui, mais je suis créole. Ben oui, mais je suis CAF. Parce que tu n'es pas encore indépendant dans ton esprit. Et en psychologie, on appelle ça la cécité cognitive. C'est un mot savant, mais ça veut dire quoi? La cécité cognitive, ça veut dire on voit toujours les choses qui forcent nos yeux. Un exemple, on voit ça bien dans les films policiers. Dans le film policier, on entend, nous sommes à 3, assis là, en train de me filmer, en train de parler, et on entend un coup de feu. Après, ça fait pont. Et on regarde, on voit un homme penché sur un corps, et nous trois, on va dire, c'est lui le tueur. Mais on n'a pas vu quelques secondes avant. Quelques secondes avant, il y a quelqu'un d'autre qui a tiré. Mais notre esprit est aveuglé parce que nous voyons, c'est lui le tueur. Dans tous les films policiers, il se passe ça. Moi, à qui je parle? Je parle à ces gens, à mes semblables, pour leur dire qu'il faut sortir de la cécité cognitive. Il faut que nous voyions les choses par nous-mêmes. Et puis, il y avait quelque chose que moi, je voulais répondre. Il y avait l'oppression, un terme qui existe là, en fait, qui a un rapport avec si je suis, quand je suis né, j'étais qui? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en Afrique, ça existe depuis longtemps. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Aujourd'hui, l'amour est transmis à la télévision par les telenovelas. À bout de champ, on entend dire mon amour, mon chéri, viens ici, mon amour, mon chéri, viens ici. Et les gens regardent, ils croient que c'est ça l'amour. C'est ça l'homme, c'est ça la femme. Or, je leur dis qu'ils se trompent. Ça, c'est un amour artificiel, un amour de film, un amour qui peut passer le temps de divertissement. C'est pas ça l'amour. Le piège là-dedans, c'est que ces films-là éduquent la population à faire croire que c'est ça l'amour. Et puis, dans cette nouvelle-là, on ne sait même plus qui est l'homme, qui est la femme, qui est l'enfant. Parce que tous ils parlent de la même intonation, de la même chose, mais sans entrer dans cet amour dont ils parlent. Alors qu'en Afrique, dans les temps très très anciens, jusqu'à maintenant, on préconise que l'amour doit être comme tel. C'est-à-dire, la femme doit devenir homme et l'homme doit devenir femme. L'homme doit laisser son côté masculin, féminin sortir et la femme doit laisser son côté masculin sortir.
Comme ça, on n'est pas complémentaires. On n'est pas ensemble. On est bien plus que ça. Je suis toi, tu es moi. Et toi, tu es moi et je suis toi. C'est cette notion-là qu'on doit être dedans. Il n'y a pas de sexe. Comme on disait au début, on est né, on est à l'hôpital te dit ben, tu es sexe masculin, tu sais. Déjà, on te donne la direction de quoi tu dois prendre. Ça, c'est la société, c'est l'homme lui-même, l'homme qui monte sa société. Il te guide tout de suite. Mais il y a d'autres endroits on reste dans l'oralité, en Afrique. L'oralité, peut-être d'autres parts aussi encore de l'oralité. On enseigne cette chose à l'envers. Et puis, quand tu te laisses transformer, laisser l'autre sortir de soi, on n'est ni homme ni femme. On est des moons. Moon, vous êtes à la Réunion, vous avez entendu le mot moon. Moon, ça veut dire les gens ici, les gens. Vous êtes des gens. Mais ce n'est pas tout à fait ça encore. Le moon, c'est bien plus loin que les gens. Le mot moon remonte à l'époque où Lucie, des personnes ont donné un nom à un squelette qu'ils ont trouvé dans un désert en Afrique. Ils l'ont nommé Lucie. Et il prétend que celui-ci est descendu de l'arbre. Parce que ses genoux commençaient à se tenir debout. Donc, celui-ci, dès qu'il descend de l'arbre, il regarde les étoiles et il dit « Je suis un moon ». Allons plus loin. Un Muntu. C'est quoi le Muntu? Le Muntu, c'est, on a bien compris, le Moon, un Réunion, c'est Jean. Mais en fait, la traduction, c'est l'être, un être. Un être dans tout. Donc le Muntu, c'est un être dans tout. Tu vois, Lucie descend de l'arbre, il y a des millions d'années, et regarde les étoiles et dit, je suis un être dans tout. La spiritualité est née là. Et puis, cette femme, il va voyager, cette femme va jouer le rôle d'homme, de femme, d'enfant. Elle va jouer toutes sortes de rôles. Pour survivre, il faut jouer tous ces rôles-là. Et c'est tous ces rôles-là qui nous apprend à être un être. Pas une personne, un être. Et le Muntu aussi, ça veut dire, quand tu atteins l'état de cette être, ça veut dire, je suis un être primordial. C'est-à-dire, je suis important aussi dans l'espace dans lequel je suis. Un être primordial. Donc le mot Muntu fait référence à cet amour dont on parle, où la femme doit être toutes sortes de choses, et l'homme doit être toutes sortes de choses. Mais cette chose est connue, cette chose. Mais d'autres sociétés qui veulent manipuler l'homme, ben il va t'indiquer que tu dois rester un homme, tu dois rester une femme. Comme ça, toi, tu passes balai, et moi, je m'assois, et tu fais manger pour moi. C'est pas ça l'homme. L'homme n'est pas dans cette attitude-là. Et les telenovelas montrent que ça. On éduque la population dans cette idée-là. Alors, donc, je parle aussi à ces gens-là pour dire que l'amour n'est pas ce que vous voyez à la télé. Sortez dehors, regardez les choses, et vous verrez que l'amour, il y a d'autres choses que l'amour. Et même ce telenovelas montre l'homme, montre la femme séparée, mais ce qu'il ne montre pas là-dedans, il montre que l'amour est dangereux. Parce que dès que tu aimes quelqu'un, la haine est là. L'amour, ça veut dire la haine. Parfois la mort. Il y a beaucoup de personnes qui assassinent des femmes, peut-être des femmes aussi assassinent des hommes, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. En fait, ils prennent l'amour pour de l'amour. Tu m'appartiens. L'amour n'est pas ça. Enfin, eux, ils croient ça, c'est de l'amour. Alors que l'amour doit être une distance.
Le vrai amour doit être une distance. C'est-à-dire, lorsque ton côté homme ne marche plus, mon côté femme ne marche plus, pour X raisons, j'ai découvert quelque chose d'autre peut-être une femme plus belle ou un homme plus beau, la distance doit être entre nous, on doit entretenir la distance. Et c'est cette distance qui permet la séparation. Mais quand les gens n'entretiennent pas la distance, ils entretiennent l'amour, la haine, parce que l'amour, c'est la haine. Donc, on ne peut pas se quitter. On ne se quitte que dans la mort. Alors que moi, j'ai appris à apprendre à aimer la distance. Pas la distance, je t'aime pas, non. La distance où je te protège d'un départ, tu me protèges d'un départ. Parce qu'il faut toujours se préparer à ça. Parce que dans ce monde, il y a des belles femmes partout, et des belles hommes partout. Et au moins de regard, on ne sait pas. On appelle ça le cupidon, hein, le coup de foudre, on ne sait pas. Les choses-là, on ne peut pas l'expliquer. Donc il faut se préparer tout ça. Il y a une autre notion, mieux encore que la distance. En Inde, on a pratiqué ça depuis longtemps, on pratique encore. Ça s'appelle le tantrisme. C'est-à-dire, dans la logique de l'amour, il y a l'amour, enfin l'amour telenovelas, il y a l'amour qui est dangereux, qui produit la haine, et puis il y a le Kama Sutra, ce sont des jeux d'amour, et puis peut-être l'avant-dernier, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va être plus fort que ça encore. Après le Kama Sutra, il y a le tantrisme. Le tantrisme, c'est de l'amour. Même si tu n'es pas là une année, je t'attends. Même si tu n'es pas là 2 ans, je t'attends. Même si tu n'es pas là 4 ans, je t'attends. Ça s'appelle le tantrisme. Enfin, j'explique vite ce tantrisme, c'est bien plus... dans le concept, c'est bien plus compliqué que cela. Mais on sait bien que les choses compliquées sont simples. Tu peux dire ça aux gens, les choses compliquées sont simples. Dire bonjour à quelqu'un, c'est difficile, alors que c'est simple de dire bonjour à quelqu'un. Donc voilà, actuellement je suis dans le tantrisme. Enfin, depuis longtemps aussi. C'est-à-dire, depuis l'âge de 9 ans, j'étais oppressé par beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et de cette oppression-là, j'ai toujours attendu, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ce que les autres croient que j'ai la haine pour eux, que j'ai des critiques sévères, c'est ni ces deux choses, c'est juste de l'amour du tantrisme. J'attends que vous-même vous attendez quelque chose. Et les gens qui attendent quelque chose, ils attendent qu'on leur donne toujours quelque chose pour se sentir bien. Ici, à La Réunion, on nous a toujours donné des choses. Enfin, on a indiqué dans le donner des choses, mais on ne nous donne pas. Hein. C'est-à-dire, le mot donner n'est pas bon, le mot emprunter n'est pas bon, c'est juste amadouer. C'est arnaquer. Voilà. Et les gens croient que se donner, quand on donne quelque chose, on lui dit, restez là. Ouais. J'ai écrit ça dans un livre, enfin cette expression, j'ai dit, je vous donne quelque chose, mais restez assis. Et là-dedans, vous aurez beaucoup de choses. En restant assis, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de soucis à vous faire, restez assis. Et beaucoup de remenés restent assis en attendant que l'autre leur dit toujours rester assis. Et pourquoi ces remenés restent assis? Par exemple, actuellement, je me présente en politique. C'est pas la politique, hein. Je me présente pour sauver ma démocratie. Parce qu'à La Réunion, la démocratie est en danger. Les gens utilisent ma démocratie pour des fins personnelles. Alors ils sont en train de mettre à genoux la démocratie. Donc, en tant que citoyen, je me lève et je dis,
ben, je vais défendre que ces gens utilisent ma démocratie pour eux-mêmes, pas pour nous. Les gens sont morts pour ça. Et justement, ces gens-là qui utilisent ma démocratie, justement, eux, ils arrivent et ils donnent 50 euros à beaucoup de Réunionnais, 50 euros, parfois moins que ça. Et beaucoup de Réunionnais sont contents avec ça. C'est-à-dire pour eux, c'est un grand privilège d'avoir 50 euros pendant 6 ans. Et puis on se pose des questions sur le monsieur, là, il fait ce qu'il veut, débrouiller. Et 6 ans après, on commence à crier, ben oui, mais il faut changer, il faut changer. L'homme revient, on redonne 50 euros, l'homme revient à la place. Ben voilà le privilège dont on parle ici. C'est-à-dire, on a de très peu, on peut se complaire dans très peu. Et puis après, crier. Mais on ne crie pas. Moi, je pense que quand les gens crient, ils crient, redonne-nous encore un peu plus. Mais c'est pas ça un privilège. Le privilège, c'est de dire, bon ben, mangeons par nous-mêmes, rêvons par nous-mêmes, sauvons-nous par nous-mêmes. C'est pas 50 euros qui va nous sauver. Après, il y a un autre privilège qui existe ici à La Réunion, c'est la surnumération. C'est quoi cette surnumération? En fait, on n'explique pas. Aucun président ne peut le toucher. Aucun président de la République française ne peut toucher à cette chose-là. Ben, il faut se poser des questions. Pourquoi on ne touche pas à une surnumération? Il y a des Français qui viennent dans l'île, ils touchent une surnumération, c'est-à-dire des primes spéciales. En fait, il faut réfléchir, c'est quoi ça? Pourquoi aucun président ne touche pas ça? En fait, pour avoir un privilège, mais c'est pas encore un privilège encore, de la part de ces Français qui touchent la surnumération. En fait, on leur a dit aussi, pareil aux autres, restez assis. Gardez l'île. Ne partez pas. Gardez l'île. Je vous paye tout ce que vous voulez, mais restez, ne partez pas. Voilà ce que moi j'ai découvert, le secret de la surnumération. On paye des personnes à venir ici pour faire gardiennage de l'île, parce que s'ils ne sont pas payés dans la surnumération, ils ne sont pas payés de sorte de primes, ils vont partir, et moi, que généralement, je vais prendre la place. Voilà les privilèges qui existent ici. Et moi, aujourd'hui, c'est mon privilège de dire ça devant la caméra. Voilà, on revient au début de à qui je parle. C'est mon privilège. Et puis, bon, dans cet état politique, à La Réunion, il n'y a pas de politique. Ça n'existe pas, cette politique. Ce n'est pas la politique. La politique, ça veut dire la voix du peuple, je pense. Hein, poli, le son, la voix. Ben, ces gens ne parlent pas. Ils sont là uniquement pour... Enfin, moi-même, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ça, c'est grave. Je ne sais même pas. Donc, j'ai décidé de me lever, de refuser les 50 euros, de me présenter à la mairie Saint-Denis. Et je vais montrer aux autres que moi, un ramasseur de shopping, tu sais quoi un ramasseur de shopping? Tu sais le clochard en France? Les clochards, ils ramassent des bouteilles dans les poubelles. Alors moi, je ramasse les poubelles dans les poubelles. Mais si on met pas de shopping dans les poubelles, on met par terre. Donc moi, on appelle ça un ramasseur d'argent par terre. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Et je ne connais rien en politique. Je ne veux pas aussi savoir, je ne veux pas apprendre, parce que je ne suis pas politicien, je suis un citoyen. Et en tant que citoyen, je pense que c'est nous qui mettons ces hommes-là en place, c'est nous qui devons les enlever. C'est notre droit, et c'est notre façon de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. Donc, je me présente à la mairie de Saint-Denis, et si j'entre à la mairie de Saint-Denis en tant que maire, d'abord, je ne serai pas maire, je serai coordinateur. Coordinateur, ça veut dire je serai employé par la population pour faire la coordination entre l'État et la population. Donc je deviens employé.
Et je vais stopper net la corruption totale dans la commune de Saint-Denis. C'est-à-dire, les choses compliquées sont simples. On va dire, ben Floyd, ils ont des milliards, comment tu peux stopper la corruption, le corrompu, le corrupteur? Ben c'est simple. Si je suis maire, actuellement c'est ça, hein, je suis maire, je suis le patron. Donc c'est moi qui signe. Vous êtes mes colistiers, mais vous n'avez pas à parler, à me dire des choses. C'est moi votre patron. Mais non. En politique, maintenant je vais me mettre en tant que coordinateur. Donc en guillemets, employé par la population pour le travail. Donc mon employé pour la population. Un corrupteur arrive, ou un corrompu arrive et me dit oui, mais il y a 2 mois de ça, l'ancien maire, il m'a donné mon enveloppe chaque mois, lui. Je dis ok, monsieur, mais moi ici, je suis que l'employé de la population. Je convoque 400 personnes, la population, tu demandes ton enveloppe à ces 400 personnes qui sont mes patrons. Tu vois, les choses simples, les choses compliquées sont simples. Et la corruption s'arrêtera. Et si l'homme continue, il va devant la population, ok, mais maintenant, je dois faire mon travail. C'est-à-dire, je dois rendre mon public mon travail. Je dis à la personne, je fais venir la presse, la télévision, il faut qu'on montre mon travail. Je vous donne l'enveloppe devant la presse, devant la télévision. Ben oui, il faut que je rende compte à mes employeurs. Mais c'est comme ça que moi je compte couper la corruption. En fait, toutes les choses compliquées, je vais les rendre simples. Parce qu'eux, ils ont compliqué les choses juste pour que tes yeux ne voient rien. Après, il y a une situation aussi, quand je serai maire, coordinateur de la population, employé de la population, je vais faire entrer l'histoire dans toutes les maisons de La Réunion. Parce qu'en fait, ici, c'est pour ça que les gens attendent, on leur donne 50 € en disant restez assis, parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas pourquoi ils parlent, ils ne connaissent pas à qui ils parlent, parce qu'en fait, on a dévidé la tête. À La Réunion, il y a une expression pour dire que c'est la folie, on dit tête vide. Quand quelqu'un est fou, on dit il a la tête vide. Donc je vais mettre l'histoire dans toutes les maisons. Et quelle histoire? Pas l'histoire de France. Parce que l'histoire de France ici, c'est une histoire coloniale. Parce que l'histoire de France commence en 1642, on va dire. Je ne suis pas historien, mais je suis historien de ma vie. Je ne suis pas anthropologue, mais je suis anthropologue de mon vécu. Je ne suis pas psychologue, mais je suis psychologue de mes pensées, de mes fantasmes. Je ne suis pas poète, mais je suis poète pour moi-même. Parce que les gens disent, oui, mais Floyd, vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas anthropologue, vous n'êtes pas sociologue. Du tout. Je suis l'historien. Eux, ils sont historiens. Il y a une différence. Entre l'historien et historien, une différence. Voilà la différence. Vous deux, vous arrivez, vous dites, Floyd, raconte-nous toute ton histoire, là, et ce qui se passe dans le... je vous raconte tout, vous écrivez, vous sortez un livre, et puis le livre est sorti, je viens vous voir, je commence à faire, je vous demande, je vais faire une conférence. Ah non, Floyd, tu n'es pas historien. Ben, d'où sortent tous ces écrits-là que vous avez écrits, tout ça. Vous êtes historien, moi je suis l'historien. C'est moi qui vous ai raconté ça. Et c'est ce qui se passe ici. Beaucoup de personnes écrivent beaucoup sur nous, et puis après, taisez-vous, c'est nous, historiens. Non, on me reproche ça. Ben, vous pouvez me le reprocher. En tout cas, je ne vous ai pas interdit de sortir votre livre. Il y a beaucoup de cas comme ça ici. Beaucoup. Parce que eux, ils sont dans... Enfin, ces historiens sont dans le plagiat. C'est-à-dire,
parce qu'ils font du plagiat, mais ils pensent que maintenant c'est moi qui va plagier ce qu'ils écrivent, ce que je leur raconter. Ça, c'est pour stopper l'histoire. Ça, c'est l'histoire coloniale. Quand on stoppe, on défend l'autre de le retransmettre. Enfin, pour la population, on appelle ça collectif, pour la mémoire collective. On a peur que cette histoire entre dans la tête des gens. Donc, il faut l'historien s'accapare, le ferme, le met dans une étagère ou à l'université ou quelque part, et puis ça reste là. Alors que en Égypte antique, en Afrique, on est dans l'oralité, le plagiat n'existe pas. Au contraire, c'est mieux. Un exemple pour aller vite. Il faut comprendre pour comment je vais mettre l'histoire dans la maison des gens. Hein. Des moons. Les Grecs, par exemple, allons, pour monter en Égypte antique, il y a beaucoup de dieux. Toi, tu inventes un dieu. Tu peux l'inventer. Par exemple, tu inventes Isis. Et tu meurs. Lui, il arrive, il reprend Isis, il remet dans une autre situation, mais pas dans la même. Toi, tu meurs, l'autre revient, il reprend Isis, et à un moment donné, à la 5e, 10e génération, Isis prend forme. C'est ce qui est arrivé chez les Grecs. Les Grecs, la même chose. Et Hercule, tous les Thésée et tous les autres personnages. Dans Sophocle, par exemple, Sophocle, Oedipe roi. Sophocle meurt, l'autre arrive, reprend Sophocle, Antigone, et ça retransmet. Et ces personnages-là arrivent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont ancrés dans l'histoire. Or, des sociétés qui ne veulent pas que la société échappe de leurs mains, ou restent ces personnages même fictifs ou pas fictifs, restent en place pendant l'éternité. Donc ils disent il ne faut pas que le personnage vive deux fois. Donc ce personnage ne deviendra jamais réel. Donc ils disent plagiat. Ah, tu copies, zéro. Alors que dans ces pays-là, l'Égypte, la Grèce, peut-être Rome, il n'y a pas de plagiat. Au contraire, moi je suis fier que tu reprends Isis, tu fais vivre notre culture. Donc le plagiat, moi je ne connais pas. Maintenant, comment le faire entrer dans la maison des autres? En fait, beaucoup de religions ont la tête vidée. Alors, il faut rentrer par la grande porte du 20 décembre. C'est quoi le 20 décembre? Le 20 décembre, c'est l'abolition de l'esclavage. Pour l'instant, c'est le seul repère acceptable par les renommés. Et les autres, parce qu'on n'en parle pas. Donc, on va rentrer dans la maison des gens en leur traduisant ce que le 20 décembre. Parce que, en fait, depuis petit, j'ai compris que le renommé vit dans les mots qu'on ne traduit pas. C'est-à-dire, on rappelle au début de cette interview, ou de ce film, je ne suis pas créole, je ne suis pas CAF. Parce que j'ai traduit ces mots. Mais le renommé, lui, ne traduit pas. Il y a beaucoup de mots qui ne traduisent pas. Le mot Malouya, il ne traduit pas. Le fait de ne pas traduire, c'est-à-dire on ne cherche pas à, comment dire ça, à ne pas poser de problème à celui qui me dit ce nom. Donc, dans les maisons, on va traduire tous les mots qu'on n'a jamais traduits. Et c'est là que les gens vont voir qu'au-delà, il y a quelque chose de très beau. Alors que pour l'instant, ils croient que c'est très très vilain. Enfin, on l'indique dans le côté vilain des choses. Dans le système colonial, tout est inversé. Tout ce qui est beau dans le système colonial est vilain. Par exemple, le mot viol, si tu l'inverses, ça devient amour chez l'autre. Mais dans le système colonial, il n'y a pas d'amour. Il y a le viol. On viole énormément. Mais pour eux, le viol, c'est l'amour. Dans le système colonial, le mot kaf veut dire quelque chose sans roi, sans foi, sans âme, sans Dieu. Donc égal un animal.
Et c'est comme ça que la France va faire la traite de l'esclavage en falsifiant ce mot cafre. Parce que le pape le reconnaît, le pape de l'époque reconnaît que l'esclavage n'est pas un mal face à leur Dieu. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la France ne traite pas des hommes, il traite des animaux. Donc, cafre, dans l'aviation coloniale, ça veut dire quelque chose sans roi, sans foi, sans âme, sans loi, un animal. Donc, pendant 300 ans, 400 ans, personne n'a fait de mal à des hommes. Enfin, c'est français, ils n'ont fait aucun mal à aucun homme, aucune femme, aucun enfant. Dans l'impunité totale, ils ont violé, ils ont tué, ils ont fait toutes choses possibles de le faire dans leur démence. Parce que c'est de la démence. Maintenant, quand tu inverses le mot kaf, le mot kaf vient de kafir, chez l'arabe, qui veut dire le mécréant, l'incroyant, l'insoumis. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en leur Dieu, ben, l'arabe, il te dit, t'es un mécréant, t'es un insoumis, t'es... Voilà. Donc, le mot kafir. Un exemple. Un arabe peut te dire, bon ben, moi je vais te mettre en prison à vie, si tu ne viens pas, tu ne crois pas en moi. Et l'autre dit, non, mais moi je ne crois pas en toi, je préfère rester à vie. Et c'est là que l'autre dit, ben oui, c'est un kaf, c'est un kafir, c'est un incroyant, c'est un insoumis. Quelque part, c'est un compliment. Parce que moi, je ne suis pas un insoumis. Enfin, je parle celui qui va en prison, là. Hein. On me propose, je ne suis pas un insoumis, ni ce qui me nomme. Je suis moi-même. Donc, l'arabe, pour moi, c'est un mot compliment. Mais pour les Français qui veulent manipuler l'homme, il ne faut pas que ce soit un compliment. Donc ils vont inverser les mots. Annihiler le mot, rendre totalement invisible. Et puis il y a la traduction du mot créole. Moi je ne suis pas créole, du tout. D'où vient cette notion de créole? Ben, cette notion de créole vient au départ avec Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb est sur le bord de son port, la reine et le roi sont là, on lui a dit au revoir. Christophe Colomb, comme ça, dit avec le roi et la reine, mon roi ou ma reine, là-bas, ce que nous allons découvrir, ce seront nos criolos. C'est-à-dire nos créoles en français. Mais après, il faut aller plus loin dans la traduction de ce criolo. Il faut remonter. Si on remonte plus loin dans le mot criolo, qui veut dire créole en français, on vient au latin. Le latin, ça veut dire creare, création. C'est comme si Christophe Colomb dit avec la reine et le roi, mon roi, ma reine, là-bas, ce que nous allons découvrir, ce sont nos créations. Ou, ben, qui fait la création? C'est un Dieu. Donc Christophe Colomb ne peut pas être un Dieu. Donc le mot, il faut la tenir encore. Mon roi, ma reine, là, ce qu'on doit découvrir là-bas, ce sont nos créatures. Voilà la traduction exacte. Nos créatures. Parce que moi, Christophe Colomb n'est pas un Dieu. Et quand ils débarquent dans l'Amérique, ils vont découvrir, enfin, ils appellent l'Amérique, ils vont assassiner beaucoup de personnes, énormément, et faire des enfants avec les femmes. Et cet enfant deviendra la créature de l'espagnol. Donc le criollo de l'espagnol. Il faut bien comprendre. Vous avez vu, Christophe Colomb, il est sur le bateau, alors à bord du bateau, il n'est même pas parti que le monde créole est déjà planifié. C'est un plan, c'est un concept. Le monde créole, c'est un concept. Mais moi maintenant, quand la France me dit créole, le pays créole, c'est comme s'il me dit pays de mes créatures, de mes créations. Et moi je dis à la France, je ne suis pas votre créature, donc je ne suis pas votre créole. Le fait qu'on ne traduit pas, on nous fait rester dans cette entité d'observateur pour croire que toutes les choses vont bien. Ah,
créole, c'est bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la créolisation. Je ne sais pas exactement le but de leur travail, mais je pense qu'il faudra qu'on discute sur cette notion de créolisation. Soit nous sommes création d'un Dieu, soit nous sommes création du hasard du cosmos, soit nous sommes la création des Français, des Portugais et des Espagnols. Il faudra choisir. Lesquels. Et puis, il y a plein de mots comme ça qu'on ne traduit pas. Et puis, il y a des mots mythologiques. À La Réunion, il y a... C'est une île, enfin un espace hautement mythologique. Par exemple, tampon. Tampon, en malgache, si on prononce mal, ça veut dire le temple. Ça peut dire aussi l'endroit en voit loin. Ça peut dire aussi le maître. Mais quel maître dont on parle? Esclave? Quel temple? Il n'y a pas de temple là-bas. Enfin, peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il n'y a pas. Et l'endroit, effectivement, on voit loin. En fait, ce sont des mots spirituels. Le temple, normalement, c'est notre corps. Et l'endroit où on voit loin, c'est le troisième œil. Et le maître de soi-même, c'est un lieu hautement spirituel. L'île même est un lieu hautement mythologique. Et c'est dommage que les Réunionnais ne vivent plus avec l'environnement. Parce que c'est l'environnement qui nous crée, pas le sens inverse. Sauf à La Réunion, dans le système colonial, on est toujours les choses à l'envers. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, un Français débarque dans un désert. Ben, il roule son ordinateur et le sable rentre un peu dedans. Ben, il demande à la France enlevez tous les sabres. Enlevez tous les sabres. Et là, le tracteur arrive, enlève tous les sabres. Il enlève l'environnement. Et puis, beaucoup de problèmes arrivent parce que l'environnement est assez... Mais celui qui vit dans le désert depuis longtemps, il vit comme le désert. Il y a du soleil, il va mettre un voile, il va chercher à l'eau, il va se reposer l'après-midi, à certaines heures on voyage, à certaines heures on dort, on vit avec l'environnement, nous fait vivre. Et dommage que le Réunionnais ne vit pas avec l'environnement de l'île. Nous sommes coupés de la montagne, nous sommes coupés sur la mer. Ben voilà le lieu où je vis. Moi j'appelle ça un lieu, une bande de Gaza. Tu vois, à La Réunion, il y a la mer, la montagne, et autour, il y a une bande au moins de 5 km. Et Gaza, en Palestine, là-bas, ils ont peut-être 10 km, je pense, pour 11 millions de personnes. Mais moi, j'estime que je vis sur une bande de Gaza. Interdit à la mer, interdit à la montagne. Mais pourquoi on m'interdit de vivre là où je vis? Pourquoi on m'interdit tout ça? Il y a encore une raison. Il y a une raison que la génération dont je veux parler, il ne faut pas quitter l'endroit parce que de peur que Jalma prend la place. Il demande l'île. Ben c'est parce que dans la montagne, il y a des raisons pour dire que l'île n'appartient pas à la France. Dans la mer, il y a des raisons pour dire que l'île de la Réunion n'appartient pas à la France. Voilà pourquoi on m'empêche de monter là-haut, pourquoi on m'empêche de descendre en bas. Parce que les secrets sont là. Et quel est ce secret? Ce n'est pas un secret, toutes les personnes connaissent ça. Peut-être que vous avez entendu qu'on ne trouve pas de squelettes ici, des squelettes. Pourtant, pendant 400 ans, il y a eu peut-être 1 million, 2 millions d'esclaves. Parce que les chiffres avancés, c'est comme la politique, ça. La CGT, la FCD descendent dans Paris avec 500 000 personnes. La police arrive et dit « Ah non, il y a 300 personnes, hein, on a compté. Hein. » Tout ce qui est officiel parle du système colonial est falsifié. Pendant 300 ans, il ne peut pas avoir 62 esclaves sur cette île. Il ne peut pas avoir, c'est impossible. Voilà, tout ça est impossible parce qu'en fait, les chiffres ne sont pas bons. Parce que beaucoup de gens sont devenus très très riches. Très riches ici. On appelle ça les colons. Très riches. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore très riches encore.
à Nanterre, dans tous les ports, enfin les personnes qui ont lancé des vaisseaux, ils sont venus très très riches aujourd'hui. Sans la Réunion, ces gens-là étaient comme moi, en shopping sur le bord de la route. Ils auraient compris au moins la vie. Mais non, aujourd'hui, même ces gens-là ne comprennent même pas la vie. Ils redemandent encore plus encore. Maintenant, ces esclaves. Il recensait 62 000 esclaves en 1848. Et on ne trouve pas les traces de squelettes. Ben moi, je pose la question, je dis, où sont-ils enterrés? On ne sait pas. Souvent, la mer arrive, on découvre des charniers. La police arrive, dit non, c'est pas des hommes, hein, ce sont des animaux. Mais sinon, ce sont des squelettes d'animaux. Bon. Mais où sont ces hommes morts depuis longtemps? En fait, on nous empêche de monter dans les hauts parce que le secret, c'est que ces squelettes gênent. Pas le mort, pas le massacre, parce que beaucoup sont massacrés, hein, les marrons. C'est pas ça qui gêne. Un système colonial n'est pas gêné par ça. La France a massacré énormément de personnes dans le système colonial. L'Indochine, enfin, certains pays qui sont partis, ils ont massacré beaucoup de personnes. C'est pas ça qui les gêne. Ce qui les gêne, c'est un squelette. C'est-à-dire, si parmi tous ces squelettes, on attrape tout, on met à jour et on date. Ah, celui-là, 1940, celui-là, 1948, ça, c'est pas grave, ça. Mais si ce squelette date avant 1642, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a eu des gens ici. Il y a un propriétaire, l'île a un propriétaire. Et on ne veut pas qu'on découvre ce propriétaire. Donc on fait disparaître tous les squelettes. Donc dans mon programme politique aussi, je vais demander aux gens, allons monter là-haut pendant 10 ans, 20 ans, s'il faut, allons fouiller, allons chercher ce squelette. Parce qu'il existe un précédent. Les Espagnols, justement, ils ont perdu le système colonial par rapport à ce squelette-là. Donc ça veut dire qu'il existe une loi en Europe, quelque part, qui stipule, qui dit que si l'homme arrive dans un pays et est occupé, le pays n'est pas à lui. Si ce n'est pas occupé, c'est à lui. Donc les Espagnols vont rendre certaines îles, les Espagnols. Et les Espagnols aussi vont arrêter le système colonial parce que les autochtones montrent qu'il y a des squelettes, il y a des choses, ils vont stopper. Et mon argument est réellement vrai parce que, enfin, si quelqu'un peut me contredire, il me contredira. Mais mon argument, voici mon argument. Elle est simple, alors que peut-être le sien sera compliqué à expliquer. Mon argument est simple. Les Espagnols font partie de la conquête du monde en faisant l'épice, comme l'or vert. Ils ont mis des hommes pour le cueillir, pour travailler, pour le planter. Mais, rappelle-toi, les Espagnols, ils ont fait des enfants qui sont devenus des créatures des Espagnols. Les Espagnols, moi, après mes recherches, les Espagnols, ils vont commettre une erreur. Ils vont mettre leur nom à l'enfant créole. Donc, ça veut dire quand tu donnes un nom à un enfant dans notre pays, dans ton pays même, si tu as un château, ça veut dire que ce château appartient aussi à cet enfant. Parce que tu as reconnu. Ça fait que des enfants noirs, bâtards, débarquent en Espagne, au Portugal, et vient revendiquer les terres de son père. Et le roi et la reine s'affolent. Qui sont ces gens qui débarquent, ils viennent prendre nos terres? La seule solution pour arrêter ce mouvement d'enfants bâtards qui peut débarquer dans le pays, noirs de surcroît, prendre les terres d'Espagne et d'Écosse, il faut arrêter. On arrête le système colonial. Il faut arrêter. Parce que l'argumentation principale dans ce que je vous dis, l'épice n'est pas au centre de cet arrêt. Souviens-toi, l'épice est née avant l'homme. Très très longtemps. Très longtemps, l'épice. L'épice sera là après l'homme. Donc ce n'est pas l'épice, c'était la cause de l'arrêt du système colonial espagnol. C'était un autre problème grave. C'était pas la guerre, parce qu'ils ont massacré des gens. C'était l'enfant.
qu'ils ont reconnu. Et plus tard, les Français, eux, quand ils vont faire le système colonial, le achat d'épices, ils vont analyser la chose, ils vont dire il ne faut pas que nous, on reconnaisse l'enfant. Il faudra envoyer sur cette île des femmes orphelines. Comme ça, quand la femme fera des enfants, pas de trace d'héritage. Voilà comment il falsifiait la vie sociale ici. Même que l'histoire, bon, ça peut être de l'histoire, mais pour moi, c'est plutôt c'est pas de l'histoire. C'est engager à prendre une terre et en créant une certaine histoire. Alors maintenant, ce squelette. Si le squelette, on découvre un squelette à La Réunion qui date avant 1642, ça veut dire que l'île n'appartient pas à la France, il est propriétaire. Parce qu'il y a certains messieurs que j'ai vus, certains me disent oui, mais il est de l'extrême droite. Moi, je ne lis pas des hommes par rapport à leur sens politique. Je lis parce que je vois ce qu'ils pensent. Un certain monsieur Soral. Vous connaissez, tu connais peut-être. Il est pour Le Pen. Hein. Enfin, je ne peux pas dire pour qui, mais on me dit qu'il est dans cette sphère-là. Moi, je dis, moi, je lis pour voir ce qu'il pense. Parce que pour connaître l'autre, il faut le lire, il faut le connaître. Si tu ne lis pas, tu vas dire n'importe quoi, tu vas raconter n'importe quoi. Dans un de ses chroniques, il dit et si les Américains, et si les Vikings, dans ce pays du Nord, là, rendaient les terres aux Indiens, aux autres, où iront-ils? Donc ça veut dire que ce monsieur aussi connaît qu'il y a une loi qui doit exister. Si les Espagnols l'ont fait, et si ce monsieur cite cette chose, il existe une loi qui stipule si on découvre le squelette, on doit rendre. Donc, mon squelette, moi, il y a grand-père, sûrement, fait peur à la France. Donc, un squelette fait peur à la France. Si ça, c'est pas de la mythologie, si ça, c'est pas de l'histoire, je ne sais pas c'est quoi. Donc, tu as compris que maintenant, dans quel lieu je vis? Un lieu magnifique. Magnifique. Et pourquoi la France veut-il prendre cette terre en nous faisant croire que tout est mauvais, la mer est mauvaise, la montagne est mauvaise? C'est parce que cette île n'intéresse pas la France. Cette île n'a jamais intéressé la France. Souvenez-vous, quand la France arrive ici, ils viennent de Madagascar, pas ici, pas sur cette île. Cette île n'a jamais intéressé. Ils sont intéressés 30 ans après. Parce qu'ils arrivent en 1652 à Madagascar. En 1674, il y aura un massacre. Les Antanos, les Antandrouilles, nos descendants directs, vont massacrer les Français. Ceux qui sont rescapés prennent le bateau et vont errer dans l'océan Indien pendant 2 ans. Errer. Le historien ne dit pas qu'est-ce qu'ils font dans ces 2 ans. Peut-être c'est écrit, je n'ai pas accès aux documents, mais dans les livres actuels que j'ai lus, ils disent un mot bizarre. Un historien ou quelqu'un qui écrit, il dit les Français vont faire 2 ans de vicissitude dans l'océan Indien. Alors je me pose la question, je me dis c'est quoi vicissitude? Alors je rouvre le dictionnaire, ça veut dire des hauts et des bas. Si oui, l'historien, moi je ne sais pas. Est-ce qu'un historien peut dire des vicissitudes pendant 2 ans? M. Foy, il montait sur la Lune pendant 15 ans de vicissitudes. L'histoire est finie. Mais là, tu es un historien, là? Non, il faut dire qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans. En fait, j'ai analysé la situation. Ils étaient très faibles. Très faibles. On ne voulait pas montrer leur faiblesse. Et ici, on ne voulait pas montrer que la folie avait ces Français qui sont débarqués à Fort-de-France. C'est-à-dire, là, quand je parle comme ça, j'explique l'endroit où je vis, où il y a plein de folies qui existent. Hein. Peut-être que je suis fou aussi. Mais je sais que je suis fou, moi, peut-être. Mais eux, savent-ils qui sont là-dedans. Donc, quand ils arrivent à
à Fort-de-Fin, ils disent on prend Madagascar pour le roi. Première folie. Madagascar, il fait 1,5 fois la France. Tu ne peux pas arriver là. Il y a encore peut-être 5-6 millions d'habitants. Hein. Ils ne connaissent même pas qui habite là-dessus. Et les 5-6 millions qui habitent au plus haut là-bas, ils ne connaissent même pas si les Français ont débarqué. Pendant 10 ans, 20 ans, ils ne connaissent même pas s'il y a des Français là. Ils ne connaissent même pas si l'île appartient à la France. Ils ne connaissent même pas. Ça, c'est la première folie. Et puis, il y a eu ce massacre. Et là, ils prennent le bateau. Voilà l'explication. Les Français remontent la côte. Et la côte, il y a un certain, à l'époque, un certain Coche. Un Français qui est là depuis avant l'arrivée des Français. Mais lui, il fait le commerce. Il n'a pas pris l'île au nom du roi. Il fait le commerce avec les Malgaches d'épices. Donc, il dit aux Français, montez plus haut, venez pas ici. Moi, je fais le commerce avec ces gens, je me sens bien, j'ai mon trésor. Montez plus haut. Plus haut, les Français montent, il y a des Écossais, il y a des Anglais, il y a des Allemands. Et plus haut, il y a des Arabes. Chaque fois, on lui dit, nous, on fait le commerce avec ces gens-là. Partez. Les Français arrivent en Inde, premier côte. Là-bas aussi, il y a un comptoir. Et les Français disent, non, vous n'allez pas prendre l'Inde au nom du roi. C'est la folie. Il faut que vous partez. Ils refont le tour de l'Inde, ils retournent de l'autre côté l'Inde. Il y a un comptoir, il y a 2 comptoirs en Inde. Ces Français ils disent, non, vous ne pouvez pas rester ici. Vous ne pouvez pas prendre l'Inde au nom du roi. On parle de folie, hein, parce qu'on sait c'est ce qu'ils peuvent faire. Et c'est là qu'ils disent, 30 ans après, hein, enfin, c'est 2 ans, il y a déjà 30 ans, oui, mais il y a une île là-bas. C'est là qu'ils viennent ici. Il y a déjà des gens ici. Pas les gens de ce qu'on parle, hein, mais il y a déjà des gens bien établis qu'on appelle le mulâtre. On entre en parlant pour l'instant. Et puis, ils arrivent, et c'est là, la folie les reprend. Ils appellent les habitants, ils disent, nous on prend l'île au nom du roi. Ça s'appelle l'île Bourbon. Voilà. Voilà comment les gens s'accaparent des lieux, ne connaissent rien. Et puis, ta vie, il ne voit pas ta vie. Et c'est là qu'un mot, enfin le mot est né avant, le mot Madécas va apparaître, le mot Madécas. Madécas, ça veut dire dans le dictionnaire relatif à Madagascar. En fait, c'est bien plus simple que ça encore. Ça veut dire, par exemple, vous êtes 2 Malgaches, moi j'arrive, hein, je prends Madagascar. Hein, et vous me dites, ouais, il y a longtemps nous sommes là, nous avons des rois, nous avons des anaras, nous avons des reines, des princesses. Moi je vous dis, ah, monsieur, madame, ça c'est Madécas. Ça ne me concerne pas. Vous devez être concerné par moi, par mon roi. Tout ce que vous avez possédé dans ces 10 000 ans, 20 000 ans, ça ne me concerne pas. Madécas, ça veut dire ça, Madécas. Ça ne me concerne pas. Et ceux qui étaient concernés par cette histoire malgache, souvent ils sont morts en mer. D'où j'ai un livre là. Il y a un homme qui a écrit un livre sur Madagascar en 1942, dans cette époque, mais il a disparu en mer. Parce qu'en fait, il a fait un enfant avec une princesse, et ils sont souvent venus ici, en bateau. Et quand il est mort, la trace de cette princesse, on ne trouve pas, ni la petite fille, on ne parle pas, tout est disparu. Ben voilà, j'étais un peu long sur l'endroit où je vis, c'est pour bien comprendre que c'est toujours comme ça ici. C'est toujours dans cette notion-là. Ici, c'est la France. Et vous devez rêver France, faire l'amour comme la France, aimer comme la France, manger comme la France, rêver comme la France. Mais toi, ton rêve, ça ne me concerne pas. Ben moi, je dis non. Depuis longtemps, je dis non. Depuis l'âge de 9 ans, je n'ai pas de questions, mais je dis non. J'ai aussi mon rêve. Vous n'êtes pas des dieux, ni des diables. Vous n'êtes que des hommes. Et encore, quand je dis des hommes, dans mon concept, j'ai fait un concept pour dire qui est l'autre. Moi, j'appelle ça, dans mon esprit, des hommes déguisés en hommes, des femmes déguisées en femmes. Un homme n'agit pas comme ça. Une femme n'agit pas comme ça. Vous êtes des hommes, des femmes déguisées en hommes. Cette société est une société déguisée, une société falsifiée.
Maintenant, on revient, pourquoi la raison? Pourquoi l'endroit où je vis, ils veulent le prendre? En fait, parce que, on a dit, la Réunion n'intéresse pas la France. Tu as vu le parcours? En fait, c'est Madagascar qui intéresse la France. C'est pas l'île. Donc, la surnumération, tout cet argent, ce milliard qu'on donne à la Réunion, pour dire, Réunionnais, soyez corrompus, restez assis. Mais à un moment donné, tu dois te poser la question, pourquoi on me paye? Rester assis. Pourquoi tous ces milliards? Tu dois poser la question. On dit, reste assis, attendre quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose qu'on attend. Il est dangereux. Dangereux. Tu sais pourquoi dangereux? Parce qu'en fait, c'est pour ça il y a beaucoup de personnes qui disent ne pas aimer le passé. Ah, il est scotché sur le passé, lui, il est scotché sur le passé. C'est parce que ces gens-là connaissent c'est quoi le passé. Le passé dit la vérité. Le futur dit des mensonges. Le présent n'existe pas. Voilà ce que j'ai découvert. Mais le passé dit la vérité. Pourquoi le passé dit la vérité? Il y a un problème entre nous, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait toujours? On va fouiller dans le passé. Où a commencé ce problème? Ce problème en nous trois là, il a commencé il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, il ne fallait pas faire ça. Donc aujourd'hui, on va faire ce que 10 ans nous devions faire. Voilà ce que le passé résout. Mais c'est pas là, nous sommes au moins un problème. Allons dans le futur. Allons penser qu'est-ce qui est. Non, le problème n'est pas résolu. On se projette dans le futur. C'est pas bon du tout. Le présent, on ne peut pas le résoudre. Parce que le présent n'existe pas. Et je peux le prouver. Le présent n'existe pas. J'ai fait quelque chose là, non? T'as vu là, je parle au passé. J'ai fait quelque chose. Enfin, le présent n'est une fraction de seconde. Chaque fois que j'arrive là, le présent est fini. Le présent est une fraction de seconde. Donc on ne peut rien résoudre dans le présent. C'est dans le passé qu'on doit résoudre. Alors, dans le passé, moi, quand j'ai fouillé dans le passé, j'ai compris que l'endroit où je vis va devenir. Et c'est très dangereux. Donc, le monde créole est un monde de concepts dangereux. C'est-à-dire, ce monde créole, inventé par les Français, c'est pas le père de ce créole qui est intéressant. La société coloniale, c'est l'enfant qui est intéressant. On va l'éduquer dans le sens du colon. On va l'éduquer à ne pas aimer sa mère, née de viol ou pas de viol. C'est pour ça qu'il y a les nénènes. On donne l'enfant à d'autres mères de substitution à être élevées. C'est pour ça aussi la langue africaine meurt d'un coup. Pourquoi il n'y a pas plus de langue africaine dans notre bouche aujourd'hui, bien que nos descendants soient africains? C'est parce que quand la mère africaine meurt, elle meurt avec sa langue. Parce que l'enfant n'est pas là. L'enfant est escamoté, mis avec les nénènes dans un autre camp. Quand la mère meurt, elle meurt avec sa langue. C'est comme ça que la langue africaine meurt, enfin pas définitivement, parce que la nénène va transmettre des mots aux enfants créoles. Juste me revient sur la nénène, parce que personnage très important. Cette langue dont nous on parle, on dit la langue créole, d'abord cette langue ne s'appelle pas créole. Si je ne suis pas créole, si je ne suis pas la créature du français, ma langue ne peut pas s'appeler de cet nom-ci. Voilà l'argumentation. Quand l'enfant est escamoté de la famille, sa mère primordiale, est mis en protection avec les nénènes vont passer de camp en camp et vont attraper des mots de survie et va donner à l'enfant créole. Donc l'enfant ne parle pas la langue créole, l'enfant est nommé créole. L'enfant parle la langue de sa nénène. Donc, cette langue qu'aujourd'hui nous on parle doit s'appeler la langue nénène. Elle s'appelle la langue nénène, pas la langue créole. Juste pour comprendre encore, voilà, il y a une bouteille de coca. Parce que moi j'aime le coca. Enfin, j'entraîne mon corps
Les gens disent que ça donne une maladie là, du sucre, là, tout ça. Là. Comment ça porte ce nom? La diabète. Moi, je dis, bon, j'entraîne mon corps. Voilà une bouteille. Voilà le créole. Le créole est un concept. Quelqu'un a inventé la notion du créole. Donc c'est un concept. Le concept arrive sur la table. Ça, c'est mon concept, le créole. Rappelle-toi Christophe Colomb. Ça, c'est pas créé encore qu'il a déjà le plan dans sa tête. Le concept est là, mais le concept est vide. Alors toi, tu arrives, tu mets du jambon, toi tu mets du fruit, des ananas, là tu arrives avec du rhum dedans. Et que devient cette chose? Avec du rhum dedans. Alors, nous, comment ça s'appelle? Le rhum arrangé. Et maintenant, je vais vous servir quelque chose. Et vous dites, vous buvez du rhum arrangé. Jamais vous dites, vous buvez la bouteille. Parce que la bouteille, c'est le concept. Rhum arrangé. Mais il y a certains qui croient, Dieu comme faire, que on boit la bouteille. J'ai dit non, on boit le rhum arrangé. Dans la bouteille, il y a le rhum arrangé. Dans le créole, il y a les mots de nénen. Donc on boit les mots de nénen. C'est une argumentation très simple. Donc on parle la langue nénen. Et l'enfant maintenant, avec la nénen, on va l'éduquer à ne pas aimer son père, à ne pas aimer son entourage, à aimer que le colon. Le colon, on va lui donner quelques petits privilèges, mais pas beaucoup, hein, quelques petits. Parce que le colon, il y a aussi sa femme là-bas, lui. Sa femme, ses enfants. Donc on l'élève juste pour que il accompagne le colon dans son sale besogne. Voilà l'objectif du créole. Parce qu'il existe un plan écrit avant que les Français débarquent à Madagascar. Je ne me souviens plus le nom, plan merguez ou plan merguez. La France n'est pas venue dans la zone. Hein. Il y a une lettre et un plan déjà prévu. Dedans, il stipule à la fin, il dit quand nous aurons déporté toutes les autochtones des îles avoisinantes du Madagascar, nos créoles seront nos gatchoum. Voilà. Nos créoles seront nos gatchoum. Ça veut dire quoi ce plan-là? Quand nous aurons déporté toutes les autochtones sur Madagascar, c'est un plan dangereux. Nos créoles seront nos gatchoum. Tu vois, le fait qu'on nous demande de rester assis, c'est que ce plan-là n'a pas encore commencé. Ce plan n'a pas encore commencé. Ce plan marchait à une époque, ce plan-là. Rappelle-toi la guerre 1939-45, avec un certain hitlérien, nazi. Et ces généraux-là ont dit comme ça, quand nous aurons gagné la guerre en Europe, dans le monde, tous les indésirables du monde seront sur Madagascar. Le plan marchait un certain temps. Enfin, ce sont les nazis qui reprennent le plan là. C'est écrit noir sur blanc. Mais ce n'est pas dans les livres d'histoire de France, mais c'est dans les livres d'histoire de Madagascar. Et ça, c'est connu. Hein. C'est les généraux de Hitler qui prônent ça. Pourquoi ce lieu de déportation à ciel ouvert si les nazis auraient gagné la guerre? Parce qu'en fait, dans le mythe même, c'est un lieu à détruire, parce qu'en fait, on pense que dans la religion, il y a 12 groupes qui vont fonder le christianisme, ou le judaïsme, ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas trop là-dedans, mais j'ai lu un peu là-dessus. Il y a un 13e groupe qui va se perdre. Et il prétend qu'il s'est perdu sur Madagascar. On prétend que les Juifs étaient à Madagascar, très très longtemps. Donc l'idée d'accaparer cette terre et d'en faire une prison à ciel ouvert pour les indésirables du monde vient de là et aussi de ce plan français. Et pourquoi Madagascar? Pourquoi Madagascar? Parce que Madagascar est très riche.
fait, c'est pas Madagascar qui intéresse encore la France. Hein. Et tu vois comment ma vie ici est compliquée. Mais très riche. Compliqué, mais très riche. En fait, c'est les mers qui intéressent la France. La mer. Avec la mer, il fera 1,5 fois la terre. Alors, tout ce que m'a raconté aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai raconté, je ne demanderai pas pardon. Que demander pardon, ça veut dire que je suis en tort. Et tout ce que je vous ai dit, c'est au vu, au su de toutes les personnes. Ouvrez le premier livre, posez des questions, vous verrez ce que je vous ai dit. Mais je ne vous ai pas tout dit encore. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez vu, on croit que les choses sont vilaines, mais à l'envers, les choses sont très très beaux. Et je suis dans cette beauté-là. Mais il suffit de le dire et de ne pas avoir peur. Avoir peur de quoi? Je suis dans mon droit. Et ici, c'est la démocratie. La démocratie, je n'insulte personne là. Je cherche uniquement à vivre, à reconnaître ce que j'ai droit à moi-même, à l'existence, à la vie, à l'humanité, à être un homme, une femme, à être un enfant. Voilà ce que moi m'y revendique, ce que m'y demande. Vivre dans le côté en droit de mon droit. Et puis, les étoiles nous attendent. Des grands espaces nous attendent. Parce que vous ne savez pas encore, je n'ai pas commencé là-dessus. Je fais partie de l'univers, je suis divin. Et je peux prouver, c'est la mélanine. La mélanine vient de l'espace. Avant le soleil, il y a 4 milliards d'années, la mélanine vient au-delà du soleil, au-delà du cosmos. Dès que le Big Bang est né, la mélanine est née. La mélanine protège tout ce qui vit au-dessous des soleils. Et quand cette couleur paraît, il n'est pas noir. C'est la mélanine qui me protège contre les méfaits du soleil. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de divin et divine qu'on voit. Et voilà la beauté dont je vais parler aux autres. Nous ne sommes pas noirs. Nous sommes au-delà du noir. Nous sommes divins. Merci.